1989. Yunnan, Chine. Un garçon de 4 ans est assis tranquillement, un crayon à la main. Il dessine son village, chaque détail dont il se souvient, car il ne le reverra probablement jamais. Pourquoi ? Parce qu'il vient d'être kidnappé. Un voisin en qui il avait confiance l'avait invité à venir voir des voitures. Au lieu de cela, l'homme l'a emmené derrière une colline, où d'autres personnes l'attendaient. À la tombée de la nuit, le garçon avait disparu, vendu à une famille du Henan, à des centaines de kilomètres de là. Il s'appelle Li Jingwei. 30 ans plus tard, il a publié cette même carte en ligne. La police l'a localisé dans un petit village du Yunnan, et a une mère qui n'avait jamais cessé de le chercher. L'ADN a confirmé ce que tous deux savaient déjà. Son fils avait dessiné le chemin qui le ramenait chez lui. Mais son histoire n'est pas la seule, ni la plus mystérieuse. Car parfois, le dessin d'un enfant n'est pas un souvenir, c'est un avertissement. Comme ce qui s'est passé à Hong Kong, quand une jeune fille prend un crayon rouge et commence à dessiner sa propre mort. La fille qui a dessiné sa propre mort. 2018. Hong Kong. Dans une classe de maternelle à Tuen Mun, une petite fille est assise à une table couverte de crayons de couleur. Alors que les autres enfants dessinent des fleurs et des nuages, elle appuie son crayon rouge sur le papier, si fort qu'elle le déchire presque. Une maison. Les murs et le plafond sont recouverts de rouge. Et à côté, une grande silhouette qui domine tout. Elle s'appelait Chen Ruiling. 5 ans. Calme, renfermée, et cachant un secret que personne autour d'elle ne pouvait voir. À la maison, derrière les murs fins d'un appartement exigu, Ruilin vivait avec son père, sa belle-mère, 2 autres enfants et sa belle-grand-mère. De la rue, cela ressemblait à une maison familiale ordinaire. À l'intérieur, c'était tout autre chose. Pendant que son père travaillait, sa belle-mère contrôlait le foyer. Non pas avec bienveillance, mais avec cruauté. Elle battait les enfants avec des pantoufles, une canne, des ciseaux. Parfois, elle les jetait contre le mur, parfois contre le plafond. Chaque cri était accueilli par le silence des adultes qui savaient. Même la grand-mère, qui vivait sous le même toit, a admis plus tard qu'elle avait tout vu et n'avait rien fait. Les professeurs de Ruilen ont également remarqué des changements. Des ecchymoses cachées sous ses manches, un regard distant lorsque les autres enfants jouaient. Mais chaque fois qu'ils lui posèrent des questions, ils entendaient en feu les mêmes excuses. Elle est tombée. Elle est maladroite. Elle est malade. Et bientôt, elle a complètement cessé de venir en classe. D'août 2017 à janvier 2018, Ruilin et son frère ont vécu ce que les procureurs ont qualifié plus tard de 5 mois d'enfer. Les jours se confondaient les uns avec les autres, entre douleur, peur et faim. Au début de la nouvelle année, son corps a commencé à lâcher. Des infections se sont propagées à travers ses blessures non soignées. Son petit corps, affamé et couvert de bleu, ne pouvait plus la maintenir en vie. Le 6 janvier 2018, Ruilin s'est effondré sur le sol de cet appartement. Son père et sa belle-mère ont appelé les secours, mais trop tard. Les médecins ont tenté de la réanimer, mais elle était déjà morte. L'autopsie a révélé plus de 130 blessures, coupures, brûlures, fractures et cicatrices superposées les unes aux autres. Cause officielle du décès, une infection bactérienne que son corps affaibli n'a pas pu combattre. Cause non officielle, des mois de torture délibérée. Son frère de 8 ans, toujours en vie mais gravement blessé, a été placé en détention préventive. Puis vint la découverte. Le dessin. Parmi les affaires de Ruilin, les enquêteurs ont trouvé un dessin au crayon qu'elle avait réalisé à l'école. Il représentait l'intérieur d'une maison recouverte de rouge, avec un adulte de grande taille debout au-dessus. À première vue, cela semblait être le fruit de l'imagination d'une enfant. Mais lorsque le tribunal l'a vu, il a reconnu autre chose. Le rouge n'était pas de la peinture. C'était du sang. Les procureurs ont présenté le dessin comme preuve. Un autoportrait obsédant d'un enfant essayant d'expliquer ce que les mots ne pouvaient pas exprimer. Les taches rouges sur le plafond correspondaient aux blessures sur sa tête. La silhouette qui la dominait correspondait à la description de sa belle-mère. C'était plus qu'une œuvre d'art, c'était un témoignage. En 2021, après un long procès public, le père et la belle-mère de Ruilin ont été reconnus coupables de meurtre et de cruauté. Tous deux ont été condamnés à la prison à vie. La grand-mère, accusée de négligence, a été condamnée à 5 ans. Les derniers mots du juge ont résonné dans la salle d'audience. Tous les adultes de cette maison avaient la possibilité d'empêcher cela. Aucun ne l'a fait. À l'extérieur du palais de justice, une foule s'est rassemblée avec des fleurs et des jouets, des inconnus pleurant un enfant qu'ils n'avaient jamais rencontré.
Son affaire a bouleversé Hong Kong. Il a mis en évidence les failles du système de protection de l'enfance de la ville et a contraint les écoles à revoir leur manière de réagir aux signaux d'alerte. Davantage de travailleurs sociaux ont été embauchés. Les lois sur le signalement obligatoire ont été renforcées. Le frère de Ruilin vit désormais avec des proches, où il se remet tranquillement de ce qu'il a enduré. Mais l'image de son dessin reste gravée dans les mémoires, une œuvre d'enfant qui en disait plus long que tous ceux qui l'entouraient. Une image d'une maison baignée de rouge qui s'est avérée être réelle. Car parfois, la vérité se cache dans les plus petites mains, attendant d'être dessinée avant d'être effacée à jamais. Et pourtant, tous les dessins d'enfants ne proviennent pas de leurs souvenirs. Certains proviennent de quelque chose de bien plus étrange, car notre prochain cas est encore plus inexplicable. Un jeune garçon est assis à une table, dessinant le naufrage d'un navire qu'il n'a jamais vu. Le garçon du Titanic, Wisconsin, États-Unis. Il avait 4 ans lorsque les cauchemars ont commencé. Chaque nuit, le même rêve. Une eau sombre, un navire qui se brise, et des cris engloutis par la mer. Il s'appelait Jamie, et il avait une peur bleue des eaux profondes. Tout a commencé après qu'une babysitter lui ait montré le film Titanic. 2 nuits plus tard, il s'est mis à dessiner. En quelques semaines, sa chambre était remplie de croquis, des dizaines d'entre eux, tous représentant le même navire, le Titanic. Mais ce n'était pas le genre de dessin qu'un enfant fait après avoir vu un film. Elles étaient détaillées, techniques, des coupes transversales des ponts, des salles des machines, des chaufferies annotées d'une écriture tremblante, plus d'une centaine de fenêtres dessinées en parfait alignement. Même la coque était fendue dans le sens de la longueur, comme s'il voulait montrer comment elle s'était brisée. Les parents de Jamie observaient en silence leur fils remplir, page après page, 50 dessins rien que pendant les premières semaines. Quand ils lui ont demandé ce qu'il faisait, il a répondu « Je dessine à quoi cela ressemblait à l'intérieur, avant qu'il ne coule. » Il a parlé de l'acier, des rivets, de la différence entre le fer et le métal. Il a décrit les personnes piégées dans les chaufferies, et parfois, il se mettait à pleurer sans savoir pourquoi. La nuit, les cauchemars revenaient. Il se réveillait en criant « On coule! L'eau est trop froide !» Ce n'était pas seulement de la peur, c'était une prise de conscience. Quand il a eu 6 ans, ses parents l'ont emmené voir une exposition sur le Titanic à Chicago. Il pensait que cela pourrait le calmer, lui apporter des réponses. Au contraire, cela n'a fait qu'empirer les choses. Cette nuit-là, jamais a connu l'un de ses pires épisodes. Il se débattait dans son lit, haletant, les mains crispées sur sa poitrine comme s'il se noyait. Puis, soudainement, il s'est immobilisé et murmura « Ce n'était pas ma faute ». Après cette nuit-là, son obsession a lentement commencé à s'estomper. À l'âge de 7 ans, il avait complètement arrêté de dessiner. Mais le souvenir ne l'a jamais vraiment quitté. À l'adolescence, Jamie reparla du Titanic. Seulement, cette fois-ci, il a dit quelque chose de différent. Il affirmait qu'il ne se souvenait pas seulement du navire, il se souvenait d'avoir été là-bas. Il a dit à sa mère qu'il croyait avoir vécu autrefois sous le nom de Thomas Andrews, le constructeur en chef du navire, l'homme qui avait conçu le Titanic et qui avait péri avec lui en 1912. Il a dit qu'il était resté à bord pour aider les autres à s'échapper et qu'il était mort avec un sentiment de culpabilité dans son cœur. Sa mère remarqua les similitudes, la nature douce, la fascination pour la structure et la conception, le sens tranquille des responsabilités pour quelque chose qui s'était produit bien avant sa naissance. Elle était convaincue que ce n'était pas une coïncidence. Les dessins ultérieurs de Jamie étaient encore plus précis. Le navire incliné selon l'angle confirmé par les témoignages des survivants, les cheminées s'effondrant, les ponts se brisant les uns après les autres. Chaque image correspondait à l'histoire. Lorsque leur histoire fut relayée dans un documentaire télévisé local sur les souvenirs de vies antérieures, le cas de Jamie s'est démarqué. Sa famille a décrit comment il semblait savoir des choses qu'on ne lui avait jamais enseignées, et comment sa peur de l'eau avait façonné toute son enfance. Les sceptiques ont qualifié cela de reconnaissance de schéma. Un enfant doué absorbant des fragments de films et d'expositions, les réorganisant en quelque chose qui semblait surnaturel. Mais ses parents n'étaient pas convaincus. Ils ont dit que la peur était trop réelle, les détails étaient trop précis, et la culpabilité trop personnelle. Pour eux, les dessins de Jamie étaient plus que le fruit de son imagination. C'étaient des confessions, des fragments d'une vie dont on se souvenait à travers un siècle. Un enfant hanté non pas par un traumatisme dans cette vie, mais par quelque chose hérité de la précédente. Et Jamie n'était pas le seul. Car un autre garçon allait bientôt commencer à dessiner lui aussi. Pas des bateaux, mais des ciels. Pas en train de se noyer, mais des incendies. Le pilote de guerre réincarné, Louisiane, États-Unis.
Tout a commencé quand il n'avait que 2 ans. Chaque nuit, le petit garçon se réveillait en hurlant. « Un avion s'est écrasé! Il est en feu! Le petit homme ne peut pas sortir !» Ses parents pensaient qu'il s'agissait seulement d'un cauchemar, fruit de l'imagination d'un enfant. Mais les rêves ne cessèrent pas. Et bientôt, les dessins ont commencé. Avec une boîte de crayons de couleur, James Leininger se mit à dessiner des batailles dans le ciel, des avions de guerre, des explosions et des navires en dessous. Il a dessiné des centaines d'images, des corsaires, des héros japonais et des bombardiers. Chacun était annoté de noms et de numéros qu'un enfant en bas âge ne devrait pas connaître. Sur chaque page, il signait avec les mêmes mots étranges « James 3 ». Lorsque sa mère lui a demandé ce que cela signifiait, il a répondu doucement « Je suis le 3e James ». L'autre était James Houston. Il avait à peine 2 ans et demi. Au fur et à mesure que les dessins avançaient, les détails devenaient impossibles à ignorer. James a parlé d'un navire, le Natoma, et de la façon dont son avion avait décollé de celui-ci. Il a décrit les problèmes mécaniques du chasseur corsaire, expliquant que les pneus se tordaient toujours à l'atterrissage. C'était vrai. Un défaut de conception connu uniquement des pilotes. Son père, Bruce, a commencé à faire des recherches. Il découvrit que l'USS Natoma Bay était un véritable porte-avions qui avait combattu dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces archives révélèrent quelque chose d'effrayant. Un pilote avait été abattu près d'Iwo Jima. Il s'appelait James McCready Houston Jr. Lorsque ses parents ont montré à James une carte du Japon, il a pointé du doigt l'île d'Iwo Jima et a dit « C'est là que mon avion a été abattu, juste là, près du mont Suribachi ». Quand on lui a demandé qui volait avec lui, il a répondu sans hésiter « Jack Larsen ». Ce nom était également réel. Jack Larsen avait volé aux côtés de Houston le jour où celui-ci a été tué, le 3 mars 1945. Les connaissances de James s'approfondirent à mesure qu'il grandissait. Il rebaptisa ses petits soldats d'après les membres d'équipage du Natoma Bay. Il parlait de réservoirs largables et de combats aériens. Il dessinait des avions en flammes tombant dans la mer. Et chaque fois qu'il terminait un dessin, il devenait silencieux, comme s'il revivait quelque chose que lui seul pouvait voir. Lorsque les Leininger ont contacté Anne, la sœur survivante de Houston, celle-ci a été stupéfaite. Le garçon connaissait des détails privés sur sa famille, l'alcoolisme de leur père, son séjour dans un établissement psychiatrique, des choses que personne n'aurait pu savoir. Quand Anne envoya de vieilles photos aux Leininger, James en désigna une et dit « C'est moi. C'est à ça que je ressemblais avant l'accident. » À l'âge de 6 ans, la famille s'est rendue au Japon pour rendre hommage aux pilotes disparus. Debout à bord d'un navire près d'Iwo Jima, James a regardé les vagues et a murmuré « Je te salue, James Houston. » Son père, qui avait autrefois refusé de croire à tout cela, fondit en larmes. Au fil des années, les cauchemars se sont estompés. Les dessins cessèrent, mais pas l'histoire. Des psychologues ont étudié son cas. Des documentaires ont été tournés. Et ses parents ont écrit un livre, Soul Survivor, qui retrace leur parcours, de l'incrédulité à l'acceptation. Chaque nom donné par James, chaque terme technique, chaque description, tout a été vérifié. Chaque souvenir correspondait à l'histoire. Personne ne pouvait expliquer comment il savait. Mais ces dessins restent, le témoignage d'un enfant sur une guerre qu'il n'a jamais combattue, d'un accident auquel il n'a jamais survécu, et d'une vie qu'il n'a jamais vécue. Car parfois, l'art d'un enfant ne se souvient pas du présent. Il se souvient de ce qui s'est passé avant. Et dans le cas suivant, le dessin d'un enfant ne se souvenait pas d'une autre vie. Il a révélé un crime encore caché, un tapis rouge, une femme disparue, et le croquis qui a révélé la vérité. Le tapis rouge disparu. Milton Keynes, Angleterre. Un quartier tranquille, une jeune mère, et une maison qui cachait un secret derrière ses murs. Elle s'appelait Nathalie Heming, 31 ans, mère de 3 enfants. Pour ses amis, elle semblait douce, dévouée, accordant toujours la priorité à ses enfants. Mais derrière des portes closes, Nathalie vivait sous la coupe de son compagnon, Paul Heming, un homme qui avait lentement transformé leur maison en cage. Au printemps 2016, Nathalie avait commencé à prendre ses distances. Elle voulait partir. Mais Paul n'était pas prêt à la laisser partir. Le 1er mai 2016, elle a rendu visite à sa mère à Hemel Hempstead et n'est jamais rentrée chez elle. 2 jours plus tard, sa disparition a été signalée. Les détectives ont commencé à fouiller la maison des Heming. Il n'y avait aucun signe d'effraction, ni de lutte apparente. Mais quelque chose clochait. Un seul élément ressortait, ou plutôt, ne ressortait pas. Le grand tapis rouge qui recouvrait autrefois le sol du salon avait disparu. Interrogé à ce sujet, Paul a prétendu qu'il avait été envoyé au nettoyage. La police a remarqué le mensonge et a continué à creuser.
Puis vint l'indice qui changea tout. Au cours d'un entretien enregistré, mené avec douceur, le fils de Nathalie, âgé de 6 ans, a commencé à parler. Il a dit aux agents, d'une petite voix hésitante, que papa avait emmené le grand tapis rouge au travail pour le faire nettoyer. Il a dit avoir entendu un bruit sourd, comme le tonnerre, et le bruit de verre brisé. Il a ensuite décrit avoir vu sa mère allongée sur le sol. Ces propos correspondaient à toutes les preuves matérielles trouvées par la police et comblaient les lacunes qu'aucun adulte n'aurait pu combler. Quand on lui a donné du papier et des crayons, il a dessiné le salon. Il a indiqué l'endroit où sa mère était tombée, là où se trouvait autrefois le tapis. Les enquêteurs ont suivi les souvenirs de l'enfant comme une carte. Ils ont trouvé le tapis manquant, abandonné, tacheté de sang. Les tests médico-légaux ont confirmé qu'il avait été utilisé pour envelopper le corps de Nathalie. Le 22 mai, 3 semaines après sa disparition, les équipes de recherche ont découvert ses restes dans une forêt près de Chandler's Cross. Elle avait été battue à mort, le crâne fracturé. Le lieu du meurtre était le salon que son fils avait dessiné. Paul Hemming a été arrêté et inculpé pour son meurtre. Au procès, le jury a appris comment il avait contrôlé Nathalie pendant des années, l'avait isolée, surveillée et contrôlé chacun de ses gestes. Quand elle a essayé de partir, il l'a tuée dans un accès de rage, enroulé son corps dans le tapis rouge et l'a jeté dans les bois. Il a nié le meurtre, n'admettant que l'homicide involontaire. Mais les preuves, le sang, le tapis, le témoignage de l'enfant racontaient une autre histoire. Il a été reconnu coupable et condamné à la prison à vie, avec une peine minimale de 20 ans. Pendant le procès, il n'a montré aucun remords, aucune excuse, seulement du silence. Le dessin et la déclaration de l'enfant n'ont jamais été rendus publics. Protégés par la loi, ils restent enfermés dans les dossiers de la police, mais leur impact est indéniable. La voix discrète d'un enfant de 6 ans a permis de révéler un crime que personne d'autre ne pouvait voir. Car parfois, le plus petit témoin détient la vérité la plus lourde. Et parfois, le dessin d'un enfant ne se contente pas de résoudre un mystère, il en crée un. Mais tous les enfants ne dessinent pas pour se souvenir. Certains dessinent pour révéler. Comme dans notre prochain cas, où une fillette de 4 ans a fait exactement cela, avec 3 mots qui ont permis de résoudre un meurtre. Papa a tué maman. Jancy, Inde. Février 2025. Une jeune mère est rappelée chez elle alors qu'elle assistait à un mariage familial. Le lendemain matin, elle est retrouvée morte. Elle s'appelait Sonali Boudolia, avait 27 ans, mariée à Sandeep Boudolia depuis 2019. Ce mariage n'était pas fondé sur l'amour, mais sur une transaction. Ses parents avaient enversé une dot importante, mais les demandes n'ont jamais cessé. Plus d'argent, une voiture, plus de contrôle. Lorsque sa famille n'a pas pu répondre à ses exigences, la violence a commencé. Le mari et la belle famille de Sonali la maltraitaient constamment, et lorsqu'elle a donné naissance à une fille, Darshita, leur ressentiment s'est intensifié. Ils voulaient un fils. Ils l'ont laissé seul à l'hôpital après l'accouchement. Ses parents ont porté plainte auprès de la police pour harcèlement lié à la dot, mais celle-ci a été retirée après une nouvelle série de promesses. Pendant un certain temps, Sonali est retournée dans son foyer conjugal, dans l'espoir que les choses changent. Mais cela n'a pas été le cas. En février 2025, après avoir assisté au mariage d'un cousin, Sandeep lui a soudainement ordonné de rentrer à la maison. Le lendemain, Sonali a été retrouvée inconsciente. Ses beaux-parents l'ont emmenée à l'hôpital en prétendant qu'elle s'était pendue. Elle est décédée pendant son traitement. La famille de Sonali a refusé de croire à cette version. Ils ont accusé son mari et sa belle famille de meurtre, d'avoir mis en scène un suicide pour cacher ce qu'ils avaient fait. Les deux familles se sont affrontées à l'hôpital, et la belle famille s'est enfuie, laissant derrière elle la seule personne qui avait tout vu, leur fille, Darshita, âgée de 4 ans. Lorsque la police a commencé son enquête, l'enfant a été interrogée, et ce qu'elle a dit a tout changé. D'une voix calme, elle a décrit ce qui s'était passé cette nuit-là. Elle a dit que son père avait frappé sa mère, que sa grand-mère l'avait poussée dans les escaliers, que son père l'avait étranglée après coup, et qu'ils avaient essayé de faire croire qu'elle s'était infligé ses blessures elle-même. Puis, elle l'a dessiné. 2 silhouettes, ses parents. Sa mère gisait sur le sol. Un simple croquis, mais suffisamment clair pour révéler la vérité. Et elle a répété les mots qui allaient définir l'affaire. Papa a tué maman. Son récit correspondait aux preuves, les blessures, les marques, les incohérences dans le récit de son père. Les enquêteurs ont conclu que Sonali avait été assassinée et que son corps avait été disposé de manière à simuler un suicide. La police a déposé plainte pour meurtre, mort liée à la dot et cruauté envers les femmes contre Sandeep et plusieurs membres de sa famille, dont sa mère, son frère et sa belle-sœur.
Sandeep a été arrêté après avoir tenté d'échapper à la police. Au cours de l'interrogatoire, il a admis avoir eu de fréquentes disputes, mais a nié avoir tué sa femme. L'enquête a révélé le contraire. Sonali a été contrainte de rentrer chez elle, agressée et étranglée, sa mort ayant été maquillée en suicide. Mais le mensonge n'a pas duré longtemps, car un enfant de 4 ans avait déjà dessiné la vérité. L'affaire, désormais connue sous le nom de « Papa a tué maman », a fait le tour des médias indiens et des réseaux sociaux. Les gens ont été scandalisés par le nombre d'avertissements qui avaient été ignorés et par le fait qu'il ait fallu un enfant pour révéler ce que les adultes avaient caché. Darshita vit désormais avec sa famille maternelle, en sécurité, mais marquée à jamais par ce dont elle a été témoin. Ces paroles sont devenues la preuve clé transformant une affaire de suicide présumée en enquête pour meurtre. Car parfois, la justice ne commence pas par des aveux, mais par un crayon. C'était Mystère révélé.